Bonjour Laurent Micheli. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS. Vous avez publié en mars dernier La France telle qu'elle est pour en finir avec la complainte nationaliste. C'est aux éditions Fayard. On va y revenir parce que on trouve dans ce livre beaucoup d'éléments de réponse à la médiocrité du débat public du moment. Mais d'abord, après les attentats du 11 septembre, vous aviez créé le groupe Clarisse, Agir pour clarifier le débat sur la sécurité avec d'autres chercheurs. Vous mettiez déjà en cause la déshérence de la notion de prévention, le tout sécuritaire des lois votées à l'époque et l'ethnicisation des débats. On est près de 20 ans après, rien n'a changé. Non seulement rien n'a changé, mais je dirais même que ça a plutôt empiré quand même. Ça a plutôt empiré, c'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'en tout cas dans le débat public, mais même dans certains sondages d'opinion, le nombre de gens qui tombent dans le panneau de ce discours est encore plus important. Et ce discours a pris une place encore plus hégémonique, presque, en tout cas dominante dans le débat public. Est-ce que ce qui est assez frappant, en tout cas dans ce qui a changé possiblement, c'est aussi l'image que l'on a des chercheurs, des intellectuels, voire vos travaux pourraient être aujourd'hui taxés de complaisance. Vous vous sentez visé quand le ministre de l'Intérieur s'en prend à la complaisance, voire à la complicité intellectuelle de certains chercheurs, de certains journalistes, des intellectuels? Oui, je me sens visé, entre autres, pas personnellement, mais je me sens visé comme beaucoup de chercheurs en sciences sociales en particulier. Je veux dire, c'est un grand classique. Monsieur Sarkozy, Monsieur Valls, déjà, on connaît leur fameuse petite phrase sur expliquer, c'est excuser. Vous connaissez le système, donc qui consiste à jouer évidemment sur les deux sens du mot comprendre et faire semblant qu'on ne sait pas qu'il y a une différence entre comprendre au sens moral de compatir et puis comprendre au sens intellectuel. J'essaye de comprendre quelque chose. Voilà. Notre boulot de sociologue en particulier, c'est de comprendre comment fonctionne la société. Et donc, pour cela, entre autres choses, d'accorder évidemment de l'importance à ce que disent les gens plutôt que de parler à leur place. Mais c'est lorsqu'on les fait parler, lorsqu'on les interviewe, lorsqu'on rend compte de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils ressentent, ça ne veut évidemment pas dire qu'on a une quelconque forme d'adhésion ou de compassion à titre personnel. Ça n'a rien à voir, évidemment. Vous dites sur Twitter que la France fait face à la panique morale de ses élites politiques et médiatiques. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que justement toutes ces réponses, tout sécuritaire, utilisation des débats, etc., ont triomphé absolument et complètement dans ces champs politiques et médiatiques. Et est-ce que ça veut dire qu'on va vers, je sais pas, est-ce que c'est ça aussi qui a mené, par exemple, comme aux États-Unis, la victoire de Trump? Qu'est-ce qui nous attend? Est-ce qu'on prépare l'arrivée au pouvoir d'un Trump français? Alors, ça fait beaucoup de questions. Je vais reprendre du début. La première, qu'est-ce que je veux dire par… oui, j'ai retweeté en fait un article de Mediapart qui m'a semblé assez salutaire. C'est quoi cette panique? Je pense que c'est deux choses. La première, c'est de prendre pour point d'appui un fait divers. Aussi dramatique soit-il, ça n'est qu'un fait divers. Et à l'occasion d'un fait divers, de vouloir, au fond, dire comme si allez, on remet en cause tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on croyait penser, tout ce qu'on croyait savoir, tout ce qu'on a l'habitude de faire, pour un cas. Bon, ça c'est évidemment le premier problème classique qu'on voit se reproduire assez régulièrement. Voilà, il y a un fait divers et tout d'un coup, ça remettrait tout en cause, tout à plat, on n'aurait rien compris, rien ne marcherait. Enfin bon, c'est la première erreur de cette Vous chose-là. parlez de faits divers et donc pas d'actes terroristes, d'attentats comme il y a eu visiblement une unanimité sur la qualification de ce qui s'est passé vendredi dernier à Conflans-Sainte-Honorine. Mais pour moi, ça ne s'oppose pas du tout. C'est un fait divers d'attentat, évidemment. Il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Mais c'est un fait isolé, c'est ça que je veux dire. Voilà, comme l'était un tel autre attentat à tel moment. Alors, il y a des moments, évidemment, où il y a des vagues, on voit bien, qui sont plus ou moins organisées. Voilà. Bon, mais là, en l'occurrence, ça fait quand même un long moment que c'était plus du tout sur le tapis. Donc, il y a un fait qui surgit et tout d'un coup, on a l'impression que pour certains découvrent les choses. C'est le premier, on n'avait jamais vu ça. Enfin, voilà, c'est cette espèce comment dire, de discordance qu'il y a entre une réalité factuelle, un acte criminel factuel, voilà, auquel on doit chercher des raisons factuelles, le comprendre dans l'histoire singulière qu'il raconte. Voilà, c'est une histoire précise. Et puis par ailleurs, il y a la société française, son histoire et son futur, c'est une autre dimension. Donc, ce que je critique, bien sûr, c'est le fait de superposer ces deux dimensions
et de scruter dans une histoire individuelle qui n'a qu'un intérêt finalement relativement limité, en réalité, de scruter à travers ça le destin de toute la société ou de la civilisation, ou que sais-je. Voilà. Donc c'est le fait de venir plaquer des énormes généralités sur une histoire singulière, c'est quelque chose qui est problématique. Et la deuxième chose qui est typique, mais qu'on voit très bien en ce moment et qui, moi, je trouve très, très inquiétante, c'est les phénomènes de surenchère. On a l'impression qu'on assiste à un concours qui dira la chose la plus grave, la plus lourde, avec les mots qui pèsent le plus, en annonçant les trucs les plus incroyables. Enfin, ça me paraît vraiment totalement disproportionné. Cette surenchère, justement, on a le sentiment qu'elle se nourrit, et c'est ce qu'on comprend à travers la lecture de votre livre, La France telle qu'elle est chez Fayard. Vous revenez sur un certain nombre de préjugés qui nourrissent aussi les imaginaires et aussi, hélas, le débat public en ce moment. J'avais envie de revenir sur quelques-uns de ces préjugés. L'islam, est-ce que l'islam est contraire aux lois de la République? Est-ce que le voile dans l'espace public, le halal dans les supermarchés, c'est le début du communautarisme, voire du terrorisme, comme le dirait notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin? Ouais. Alors, c'est ce que certains essayent de nous faire croire depuis longtemps, en fait. Il faut quand même rappeler à tout le monde que l'affaire du foulard, ça a commencé il y a 31 ans. C'est le lycée de Creil dans l'Oise en 1989. Ça fait 31 ans qu'on nous bassine avec cette histoire. Et que à peu près chaque année, les groupes de pression qui soutiennent le discours que vous venez de rappeler font tout ce qu'ils peuvent pour ériger toutes les reproductions de cette histoire de 1989. Donc, il y a eu d'abord, sur l'école même, il y a eu plusieurs affaires. Ensuite, évidemment, à chaque fois que le législateur est intervenu là-dessus, ça recrée du débat national. Ça s'est étendu à l'université aussi. Et puis, c'est pas tout. On a vu que lorsqu'il y a une marque de sport, Decathlon pour pas le nommer, qui invente un hijab pour faire du jogging, machin, ça devient une affaire nationale. Lorsqu'il y en a qui veulent se baigner avec un maillot de bain intégral, le burkini, ça devient un drame national. Enfin, voilà, systématiquement, des trucs qui sont très minoritaires, qui pour la plupart relèvent de la liberté individuelle et dont dans d'autres pays on se fiche totalement, dans d'autres pays laïques, je précise bien, démocratie occidentale laïque, on se fiche totalement. En France, à chaque fois, c'est un espèce de psychodrame national. Donc c'est ça qui m'interpelle le plus, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est précisément pour comprendre les raisons franco-françaises, qui sont bien spécifiques, au fait que, je répète, à chaque fois, ce qui dans d'autres pays laïques occidentaux passe pour des choix individuels qui n'intéressent pas grand monde, voilà, en France, fait l'objet d'un psychodrame national. Alors, mais juste, c'est quoi la raison rapidement? Qu'est-ce qui fait? Il y a un truc de pourri dans le débat public français, qui fait que immédiatement n'importe quel sujet, comme vous dites, mineur, devient genre une affaire d'État, un débat public national. Qu'est-ce qui justifie en fait ce pourrissement du débat public immédiat? Alors, c'est ce que j'ai cherché à comprendre effectivement dans mon bouquin et c'est l'explication, je la donne évidemment à la fin, dans le dernier chapitre, qui est sur le roman national français, les imaginaires français. Et j'essaie d'expliquer qu'il y en a deux et que c'est ça le problème. Il y en a un qui est très connu, très facile à voir et facile à dénoncer pour ceux qui ne le partagent pas. Et puis il y en a un autre qui est moins connu, moins facile à voir et qui est politiquement beaucoup plus difficile à identifier. La chose qui est très facile à voir, c'est l'idéologie nationaliste raciste, parce qu'elle se renouvelle, elle prend des formes différentes, elle se veut un peu moins virulente par-ci par-là, mais grosso modo, je veux dire, du Rassemblement national d'aujourd'hui, on remonte dans l'histoire, on remonte jusqu'à la fin du XIXe siècle, la Constitution de l'Action française. Grosso modo, c'est un courant de la vie politico-idéologique qui est très clair, bien identifié, l'extrême droite, nationaliste, raciste. Bon, puisque le nationalisme conduit fatalement et toujours au racisme. Alors, ça c'est facile à voir. Ça, c'est facile à voir. Ça se maquille un peu parce que on met un petit peu de côté, évidemment, la dimension biologique du racisme pour essayer de le tirer plutôt vers une dimension culturelle. Voilà, c'est la seule évolution. Mais le bon vieux racisme anti-maghrébin devient le nouveau racisme anti-musulman. On a juste changé un mot pour un autre. Ce sont les mêmes structures de pensée. Voyez aussi le livre de Gérard Noiriel sur Éric Zemmour, qui vous montre que c'est exactement les mêmes catégories de pensée et les mêmes types de raisonnement que l'antisémitisme de la fin du 19e. Druon, Zemmour, voilà.
Donc ça, c'est quelque chose qui est bien identifié, facile à voir, et je dirais pour les élites de centre ou de gauche politique, facile à dénoncer. Le problème, c'est qu'il y a un autre mythe qui structure notre roman national et qui est celui-là plus typiquement français, parce que le premier nationaliste raciste, on le retrouve dans beaucoup de pays. Celui qui est typiquement français, c'est le mythe laïciste. C'est le mythe laïciste, c'est-à-dire c'est une mythologie politique qui, elle, se retrouve plutôt à gauche politiquement et partagée aussi par une large partie de la droite politique, donc elle est plus compliquée, vous voyez, à cerner, elle est plus large, et surtout, elle peut se retrouver à gauche politiquement chez des gens qui sont par ailleurs les adversaires du précédent mythe nationaliste. Et pourtant, ce mythe-là, la laïcité de combat, qui est le produit de notre histoire, encore une fois, du 19e siècle, le combat acharné de la République contre la royauté catholique. Bon. Ce combat absolument acharné, dont on retrouve encore des traces aujourd'hui, qui fait une certaine singularité de l'histoire française, c'est un des éléments de ça, bien sûr. Il y en a un troisième, évidemment, que je détaille beaucoup dans mon livre, qui est le fait que la France est un pays d'immigration qui s'ignore, qui continue d'une manière ou d'une autre à se raconter l'espèce d'histoire pour les petits-enfants d'Astérix le Gaulois, qui est une blague, c'est une bande dessinée, c'est pas un livre d'histoire, c'est une blague. La France, en fait, est un pays d'immigration comme les États-Unis, mais un pays d'immigration qui s'ignore, qui a été constitué par toutes les vagues de différents immigrés qui ont chaque fois emporté avec eux leurs us et coutumes, leurs mœurs et leur culture ou leur religion. Ça systématiquement, évidemment, fait des frictements, mais jamais posé de problème majeur, parce que les gens s'intégraient fondamentalement par le travail pour les adultes et par l'école pour les enfants. Et que ce grand processus, évidemment, est beaucoup plus difficile en France depuis 50 ans pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que la France a raté sa décolonisation, avec en particulier deux guerres, une lointaine dont tout le monde se fichait en Indochine, une très proche de nous dans la seule colonie de peuplement qui existait, qui était l'Algérie, et qui a laissé des traces évidemment extrêmement profondes et extrêmement dures. Et puis la deuxième raison, c'est que la machine à intégrer la main-d'œuvre peu ou pas qualifiée s'est cassée avec la crise industrielle et l'arrivée du chômage de masse entre le milieu des années 70 et le milieu des années 80. Bon. C'est ça qui fait que les dernières générations se sont retrouvées bloquées en particulier dans ces nouveaux quartiers qu'on avait construits largement pour ces populations ouvrières à proximité des industries, donc les fameuses banlieues, comme on dit dans le débat public, les grands ensembles de l'époque. Les racines de tous les problèmes qu'on continue à voir aujourd'hui viennent de là. Bon. Donc je reviens petit à petit plus sur l'actualité, mais on a donc une histoire spécifique d'immigration qui se méconnaît, qui, à la place de ça, met d'un côté un mythe nationaliste totalement déconnecté de la réalité, Astérix le Gaulois, Jeanne d'Arc, Vercingétorix, blablabla, tout le folklore des nationalistes racistes. Et puis de l'autre, on a ce mythe de la laïcité, porté politiquement plutôt à gauche, de manière très revendicative, très revendicative. Depuis 89, si ça devient une affaire nationale, c'est pas à l'initiative des racistes d'extrême droite, pour dire les choses. C'est à l'initiative des idéologues de la laïcité. Voilà. Alors, ce que je montre dans mon livre, c'est que il s'agit bien d'une idéologie de la laïcité qui conduit en fait à ce que moi j'appelle une trahison de la laïcité. Si je peux développer ce point rapidement, parce qu'il est central. Ouais. On va revenir parce on va évidemment parler de laïcité, mais quand même d'abord encore un mot sur ce que l'on vit quand même en ce moment, mais même si ça a à voir évidemment avec les questions de laïcité, mais c'est la deuxième fois quand même, comme vous êtes aussi un spécialiste des questions de sécurité, c'est la deuxième fois en quelques mois que la France est placée sous un régime d'état d'urgence sanitaire. Nous sommes pour certains en couvre-feu dès 21h. L'État, ou en tout cas le ministère de l'Intérieur, agit tous azimuts, fait fermer des mosquées, dissout des associations, enquête sur des individus pour, dit-il, envoyer un message. Est-ce qu'on est toujours en état de droit, Laurent Kelly ? Alors, c'est un débat classique qu'on a beaucoup avec les professionnels du droit aussi, que ce soit les universitaires, les magistrats, les avocats, à chaque état d'urgence en réalité. On s'est posé évidemment ces questions et ce que tout le monde admet, c'est qu'il y a une fâcheuse tendance en France à prendre des mesures d'exception qui, pour certaines d'entre elles, ont tendance par la suite à rentrer en fait dans le droit commun.
c'est-à-dire à se banaliser. Bon, ça, c'est un premier souci, qui n'est pas nouveau du tout. Et puis là, je dirais, il y en a un deuxième, c'est que depuis cet été en particulier, pour des raisons politiques évidentes, on assiste à la conjonction, la rencontre dans le débat public de la problématique sanitaire avec la problématique sécuritaire. Et on peut effectivement craindre que l'addition de ces deux problématiques donne pour le coup une puissance encore supérieure à d'habitude à toutes les atteintes aux libertés individuelles et collectives qui caractérisent ces situations dites d'urgence. Ça, c'est très clairement, à mon sens, le risque actuel, c'est qu'on amalgame tout ça avec des lois d'exception qui permettent de faire un petit peu tout ce qu'on veut en réalité. On peut imaginer d'autres choses aussi, on peut imaginer de chercher à étouffer toute forme de contestation sociale face à des réformes, des processus de réforme qui ont été interrompus pendant le cœur de la crise sanitaire, mais qui reprennent maintenant, que ce soit la réforme des retraites, que ce soit pour ce qui concerne mon milieu, la loi de programmation de la recherche, toutes ces choses-là qui recommencent. Évidemment, si on est en régime d'exception absolue, à la fois pour cause sécuritaire et sanitaire, on voit bien comment toutes les formes de contestation peuvent être tuées dans l'œuf, au fond. Et on entend pas mal d'élus en ce moment et même d'intellectuels qui commencent à s'inquiéter du climat et ils parlent de guerre civile. Est-ce que vous, c'est un truc que vous redoutez? C'est une hypothèse sérieuse? Ils parlent de guerre civile à la fois d'ailleurs on a parlé au début du confinement notamment et là on en reparle avec toutes les problématiques liées à l'islamophobie et au racisme qui sont en train de grandir actuellement. Alors, je pense que c'est une exagération qui fait partie de ces formes de dramatisation du débat. Et je pense que les gens qui disent ça sont, quelle que soit leur intention, ou même s'ils se sentent très différents des discours de panique dont on parlait tout à l'heure, en réalité, c'est la même chose. Ça participe à la même panique. C'est une même façon de perdre son sang-froid, d'annoncer des catastrophes à venir. Ce qui est très malheureux parce que ça a toujours des effets de dire ça, évidemment. Ça a un côté prophétie autoréalisatrice. Bon, la réalité telle que moi je la vois, en tout cas de la société française, c'est une grande majorité de gens qui sont plutôt qui sont quelque part en colère mais passifs, qui sont un peu désespérés en fait plutôt de ce qu'ils observent, de la façon dont ils sont gouvernés, de la façon dont ils sont informés aussi d'ailleurs par les médias mainstream. Moi, c'est ça que j'observe un petit peu partout autour de moi. Voilà. Ce n'est pas du tout des gens qui veulent faire une quelconque révolution. Ils ne sont pas violents du tout, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines. Et je côtoie des gens de milieux sociaux assez différents, pas que la petite bulle des universitaires, pas du tout, pas principalement, vraiment. Non, donc je vois plutôt des gens un peu désespérés, voilà, très critiques, si on veut, oui, bien sûr. Comme il y a encore 1 an et demi, en plein mouvement des Gilets jaunes aussi, on observait ça. Mais ça ne veut pas dire du tout que c'est des gens qui veulent abattre je ne sais quel ordre social ou politique, qui sont virulents, révolutionnaires. Non, pas du tout, c'est pas ça que je vois. Donc voilà, ça me paraît là aussi des exagérations catastrophistes, destinées à faire peur ou à justifier par avance je ne sais quoi. Il faut, je crois vraiment, raison garder la tête froide et se méfier de toutes ces émotions incontrôlées. Laurent Mucchielli, vous présidez le conseil scientifique de la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves, et vous avez récemment publié une note sur la laïcité, justement, vous vouliez y venir, vous parlez de trahison d'une certaine lecture de la laïcité. Vous dites dans ce texte que défendre la laïcité, c'est d'une part ne pas confondre les opinions avec le principe et d'autre part faire vivre la pluralité. Est-ce que ça veut dire qu'il faut assumer qu'il y a plusieurs lectures de la loi de 1905 et est-ce qu'il faut avoir un débat là-dessus? Est-ce qu'il faut amender la loi pour en préciser le contenu? Alors, moi, je ne crois pas, en fait, pas du tout. C'est ce que dit effectivement, cette note qui a été rédigée par deux de nos collègues. Et c'est ce que j'explique aussi dans mon livre, c'est-à-dire que la loi de 1905, c'est pareil, on en fait un symbole, un épouvantail, ça devient un argument d'autorité en soi. La chose était assez simple. Rendre l'État laïque, en finir avec le concordat napoléonien, ne plus rémunérer évidemment les prêtres, enfin bon, voilà, rendre l'État laïque et en particulier rendre l'éducation nationale, l'enseignement public laïque. Avec, ceci dit,
de la souplesse et de la négociation. Parce que c'est une blague historique de s'imaginer que le lendemain de l'adoption définitive de la loi de 1905, l'Église catholique a disparu de l'enseignement en France. C'est une plaisanterie. Voilà. Encore aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il y a plus de 2 millions d'enfants qui sont scolarisés dans des écoles privées qui sont essentiellement catholiques. Bon. Donc tout ça est une plaisanterie en fait. Voilà. C'est même une hypocrisie quand on voit un certain nombre de gens qui crient aux inégalités, machin, et puis qui s'empressent de mettre leurs propres enfants dans des écoles privées. Ce que je vois dans les milieux d'élite que je côtoie de temps en temps, je vois beaucoup ça. Bon. Donc tout ça sont des hypocrisies et des plaisanteries auxquelles il faudrait mettre fin. Ce que dit fondamentalement, et c'est ce que rappellent mes collègues dans cette note de la FCPE, du Conseil scientifique de la FCPE, et c'est ce que je dis également dans mon livre, la laïcité fondamentalement, c'est la laïcité de l'État, c'est la neutralité religieuse de l'État. Ça n'est pas l'athéisme de la population. Voilà. Ça, c'est une trahison de la laïcité. Ce n'est pas les citoyens qui doivent être laïcs, c'est l'État. En l'occurrence, appliqué à l'école, ce ne sont pas les élèves ou les parents d'élèves qui doivent être laïcs, ce sont les enseignants, les représentants de l'État, les fonctionnaires. Voilà. C'est ça le principe de la laïcité. Et après ça, on discute de tel ou tel petit point concret s'il y a besoin, mais si le cadre est bien clair pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Voilà. Et c'est ça, que si on était capable de dire juste ça, en réalité, il y aurait presque plus de problème. Parce qu'on dirait, ça c'est le cadre. L'enseignement est laïque. Ce qui signifie que les professeurs sont laïques et que le contenu du programme est le même pour tous et qu'il est laïque. Il serait facile à partir de là de dire aux gens, ben voilà, soit ça vous convient, bienvenue dans l'école républicaine laïque, soit ça ne vous convient pas, voilà la liste des établissements privés du coin et vous allez mettre votre progéniture dans les écoles qui vous conviennent. Et c'est fini. L'essentiel, c'est ça. Au lieu de ça, ça fait 31 ans donc qu'on se demande si les gens ont le droit quand même de mettre un truc sur la tête ou pas. Et d'ailleurs, quand c'est une croix qui est cachée aussi sous le t-shirt, est-ce qu'on la met ou pas? Et puis, si les mamans qui viennent aider à l'accompagnement scolaire, sans lesquelles il n'y aurait pas la plupart des sorties scolaires, est-ce qu'elles ont le droit de mettre un foulard ou pas? Et puis d'ailleurs, quand ils ne veulent pas manger de porc à la cantine, machin, c'est-à-dire qu'on se prend la tête pour des questions qui sont tout à fait secondaires, sur lesquelles on peut très facilement, quand on est de bonne volonté, trouver des compromis et des arrangements dans l'intérêt bien compris du fonctionnement de l'éducation et des enfants. Mais donc, d'après vous, il n'y a aucun problème, du coup, en France avec le cadre légal qui entoure les questions de la laïcité ne pose absolument aucun problème. Le problème, il est archi-minoritaire. C'est comme les amalgames permanents qui sont faits autour de l'islam. Il y a entre 4 millions et 4,5 millions de personnes qui se réclament d'une manière plus ou moins proche d'une identité ou d'une culture musulmane en France. Il y a quelques milliers de personnes qui sont, elles, dans une dérive de type sectaire qu'on appelle dans le débat public le salafisme, passant sur les détails et les différentes sous-catégories que ça représente, et qui, elles, clairement, sont des gens qui disent « moi, je ne partage pas vos règles sociales, politiques ou autres, donc je me mets hors jeu. » Mais c'est une archi-minorité. Une archi-minorité. C'est même au niveau cultuel, sur les quelques 2500 mosquées et salles de prière qu'il y a en France pour exercer la religion musulmane, aux dernières nouvelles, les salafistes, ils n'en tiennent pas 5%. Donc, on passe son temps, encore une fois, à faire des amalgames absolument énormes et à prendre appui sur tel ou tel fait divers pour dire, regardez, il y a un problème global. Non, il n'y a pas un problème global, il y a un problème à tel ou tel endroit. Alors, est-ce qu'il n'y a peut-être pas un problème en matière de politique intérieure, mais en matière de politique extérieure, quand on voit nos liens avec le Qatar, quand on voit nos liens avec l'Arabie Saoudite, qui, pour le coup, sont des pays où le problème n'est peut-être pas tant le lien avec l'islam politique qu'avec le financement du terrorisme. Est-ce que finalement, ça, c'est pas un problème qui est plus grave, en fait, que celui de la laïcité? Alors ça, c'est un tout autre souci, on est d'accord. Il est quand même un peu lié. Il est quand même un peu lié parce que dans la bouche de ceux aujourd'hui qui nous gouvernent, comme ils associent islam à terrorisme, et qu'en fait le terrorisme il est plus ou moins au niveau mondial, en tout cas financé par les pays que je viens de citer, on peut se dire que dans leur tête, en suivant leur raisonnement, on pourrait se dire que la première chose à faire, ce serait de couper les liens qui nous lient à des pays à des pays qu'on pourrait dire voyous comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Ouais. Bon, moi je raisonne pas évidemment dans les mêmes catégories que ceux qui nous gouvernent, vous avez compris. Voilà. Donc pour moi, il y a
par ailleurs, une question qui est intéressante à discuter, qui est non pas celle de l'origine du terrorisme, parce que celle-là, elle est bien connue, et enfin, personne ne va couper tel ou tel lien, puisque par définition, on a des gens qui se meuvent dans la clandestinité pour préparer des attentats. Donc, bon, après ça, quand on remonte 1, 2, 3, 4 maillons d'une chaîne bidule, on tombe sur une aide financière qui vient de tel ou tel endroit. Bon, enfin, c'est OK, c'est un problème policier, militaire, de renseignement, d'action, mais c'est pas le problème de la vie sociale de tous les jours dont nous parlons ici. Bon. Le problème dont on parle ici, si on s'intéresse à la question des musulmans en France, c'est plutôt celle effectivement on voit bien depuis les années 90 qu'un des soucis qu'a l'État, même quand il est dans une disposition même quand il est dans de bonnes dispositions et qu'il cherche à arranger les choses, ce qui a été le cas à beaucoup d'autres époques, on voit bien que le souci qu'il a, c'est qu'il a du mal à avoir un interlocuteur unique. Bon. Évidemment, si vous voulez discuter un truc avec l'Église catholique, c'est pas compliqué. Hein. Il y a une hiérarchie, vous tapez en haut. Il y a le cabinet du machin, prenez un rendez-vous et puis voilà, c'est facile. Évidemment, quand on veut faire ça avec l'islam, ça marche pas parce qu'on n'a pas affaire à un clergé unifié, etc. Et vous n'avez pas un représentant légitime tout en haut qui va parler au nom des entre 4 et 4 millions et demi de personnes qui se réclameraient de bon, voilà. Donc évidemment, c'est plus compliqué. On se souvient, c'est pas nouveau du tout. Monsieur Chevènement, par exemple, il y a 25 ans déjà avait essayé de régler ça et avait mis en place de mémoire le premier Conseil français du culte musulman ou un nom comme ça, le détail m'échappe ici. Bon, mais alors, derrière ça, ok, il y a une question tout à fait intéressante d'organisation du culte. Bon, et j'en suis bien d'accord. Je ne suis pas un spécialiste, je ne vais pas vous en parler longtemps, hein, pas spécialiste de ça. Mais ça, oui, c'est une bonne question. Et là se pose la question des financements de pays étrangers, éventuellement. Ça oui. Bon, ce serait une bonne chose à faire. Il faudrait commencer par comprendre pourquoi ça ne marche pas depuis les 25 ans que ça a été essayé. Bon, voilà. Je ne suis pas assez spécialiste pour vous en dire plus là-dessus, mais je constate que c'est une vieille question, hein, et pour le coup, ça paraît une vraie question, celle-là. Oui. J'ai une dernière question, Laurent. Mais ça n'a rien à voir avec le terrorisme, par ailleurs. J'ai une dernière question, Laurent Mukeli. Dans la recherche des boucs émissaires, en ce moment, les parents d'élèves sont très critiqués. Je vais rappeler que vous êtes le président du conseil scientifique de la FCPE. Et on va commencer peut-être par l'affaire qui a précédé justement l'attentat commis contre Samuel Paty. Le rôle de certains parents d'élèves y a été visiblement central. Vous partagez ce sentiment? On a laissé trop de place aux parents d'élèves dans les établissements scolaires. Ils ont trop de place. Ils ont pris le pouvoir dans les établissements scolaires? Bon, pas du tout. Pas du tout, mais c'est encore le même truc. On prend un fait divers et on en fait une généralité. Ce n'est pas vrai. Voilà, ce sont des sottises, tout ça. Ce sont des tissus de sottises. Un cas, c'est un cas. Un quartier, c'est un quartier. La France, c'est 67 millions d'habitants en métropole et outre-mer, avec un tas d'endroits où s'inventent au quotidien, d'ailleurs, tout un tas d'accords, d'arrangements magnifiques qui font progresser le vivre ensemble. Et un cas, c'est un cas, et ça vaut rien de plus que ça. Alors encore une fois, qu'on fasse enquête, qu'on comprenne à tel endroit ce qui s'est passé, c'est très bien. Vraiment, qu'on fasse enquête, c'est-à-dire pas du blabla à chaud, hein, voilà. Mais c'est toujours pareil, les gens pendant 2-3 jours se déchaînent et disent n'importe quoi avec un niveau d'information extrêmement faible, hein. Par contre, pour parler dans les généralités, là évidemment ils sont très forts, mais d'autant plus forts en généralité qu'ils savent à peu près rien de ce qui s'est réellement passé, hein. Alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire, c'est-à-dire étudier très précisément ce qui s'est réellement passé dans tel endroit pour voir les leçons éventuelles qu'on peut en tirer, hein, après coup, voilà. Et pendant ce temps-là, éviter de partir tout de suite sur des généralités foireuses qui n'ont pas lieu d'être. Donc non, il n'y a aucune raison de mettre en cause en quoi que ce soit le fonctionnement des parents d'élèves, la place qu'ils tiennent ou qu'ils essayent de tenir dans l'école. Ils pourraient d'ailleurs, à certains égards, en avoir une plus grande encore, que ça me paraîtrait plutôt une bonne chose dans l'intérêt de tout le monde. C'est un débat qui est loin d'être clos, sur lequel on publie, on s'intéresse évidemment beaucoup, vous imaginez, dans le conseil scientifique de la Fédération des associations de parents d'élèves, évidemment. C'est une vraie question par ailleurs, c'est une question éducative fondamentale, une question démocratique, un intérêt pour chacun d'entre nous et pour tous les parents que nous sommes. Ça n'a rien à voir avec l'affaire terroriste dont on parle ces jours-ci. Merci beaucoup, Laurent Mukeli. Merci. Avec plaisir.